de Nouvelle-Aquitaine, que vous avez eu l'occasion de pratiquer. Et puis, un des objectifs de cette séquence, c'est de donner ou de redonner du sens à cette politique de la ville en resituant les grands enjeux. Avec évidemment à l'esprit ce nouveau mandat communautaire municipal qui démarre et essayer de tracer, de définir des nouveaux objectifs, si tant est qu'il y ait de nouveaux objectifs aujourd'hui. Donc Hervé, je vous passe la parole pour une présentation de 30 à 40 minutes. Je répète aux participants, n'hésitez pas à faire des commentaires sur le chat et puis on essaiera de relayer ces questions ou ces commentaires à Hervé. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très, très heureux de pouvoir vous rencontrer, échanger avec vous, même si ça se fait de manière virtuelle. Je vais donc en effet vous présenter un certain nombre d'éléments. Alors c'est difficile, hein, je ne vais bien sûr pas parcourir l'ensemble des enjeux qui traversent vos territoires puisqu'ils sont trop nombreux pour le faire en 30 ou 40 minutes. Par contre, je me suis permis de m'arrêter sur quelques-uns qui me semblaient plus importants et notamment tout ce qui pouvait redonner sens à la politique de la ville. On sait qu'on est à 2 ans d'une révision de la politique de la ville. Et dans le cadre de votre mandat, vous aurez toutes et tous à devoir gérer en effet cette évolution, les évolutions prévisibles, les évolutions qu'on peut attendre ou celles qu'on n'attend pas dès aujourd'hui qui peuvent nous arriver. Et donc, il me semblait intéressant de pouvoir vous donner un certain nombre d'éléments qui peuvent contribuer à votre réflexion autour de la politique de la ville en général. Alors, je me suis permis, pour une raison tout simplement, enfin voilà, pour que ça ait un petit peu de sens, d'être un peu provocateur dans toute cette présentation. Donc, prenez-le tel quel. Il faut aussi que ça puisse générer débat, échange. Donc, j'ai découpé en 5 parties cette présentation. Tout d'abord, ce que moi j'appelle l'effet quartier, qui pour moi est ce qui donne sens à la politique de la ville. Pourquoi on a choisi ces territoires et qu'est-ce que cela signifie ? Ensuite, la question de la mixité sociale, dont on a souvent des discours très durs, mais c'est peut-être intéressant de s'entendre sur ce qu'on peut appeler mixité sociale et puis quels enjeux elle peut avoir. Je poursuivrai sur toutes ces images qui sont faussées ou qui sont partiellement vraies, qu'on a autour des quartiers. Et au début, j'avais même appelé cette petite partie comment discuter avec vos collègues élus de la politique de la ville, faire retomber des représentations. Ensuite, toujours dans la provocation, c'est le fait de dire mais on a des territoires politiques de la ville qui sont des territoires d'assistés, avec des gens qui ne bénéficient que de prestations. Donc, on va regarder cette affirmation. Et puis enfin, ce que j'ai appelé la théorie du on en fait trop pour les quartiers ou du il n'y en a que pour eux dans nos politiques publiques. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien une réalité ou pas ? Alors, tous ces éléments, bien évidemment, vont être déclinés à partir d'exemples. Je m'adresse aux personnes de Limoges Métropole en disant que je vais beaucoup m'appuyer sur Limoges Métropole puisque ça fait maintenant 10 ans que nous travaillons ensemble autour de l'observation des territoires et on a sur Limoges Métropole une belle connaissance de la réalité des territoires, de leur dynamique et des enjeux. Connaissance qui a été partagée pendant toutes ces 10 années avec les acteurs, les partenaires, les élus, les habitants. Juste pour dire, ici, vous avez la carte de Limoges, le papillon, comme on dit. Vous avez des petits carrés, et ces petits carrés, c'est ce qu'on a appelé le carroyage. Et c'est comme ça qu'on a déterminé les territoires politiques de la ville. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé, qu'on a mis une espèce de grillage sur toute la France et on a regardé là où il y avait des ménages en situation de pauvreté. Je vais au raccourci, mais c'est plus simple pour comprendre. Et on a regardé quelle était la part de ces ménages parmi l'ensemble de la population, sous critère d'avoir au moins 1000 habitants. Ce qui me semble être intéressant à dire, c'est que, en effet, nos quartiers politiques de la ville
ressortent de manière très claire autour de la pauvreté, sauf que quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte que la pauvreté, il y en a partout, il n'y en a pas seulement dans les quartiers politiques de la ville. Alors pourquoi on s'est intéressé à ces territoires plutôt qu'à d'autres? Quel sens est-ce que ça peut avoir? Je notais que, par exemple, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, un tiers des ménages pauvres de Limoges Métropole vit dans un quartier politique de la ville. Ça signifie donc qu'il y en a 2 tiers qui n'y vivent pas. Et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé plus particulièrement à ce tiers et pas aux 2 autres tiers? Alors, c'est ce que moi j'appelle l'effet quartier. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet quartier? Alors, si vous prenez la littérature scientifique, vous verrez que il y a les tenants, il y a les opposants, il y a ceux qui ne savent pas trop, est-ce que ça joue, est-ce que ça ne joue pas? Il me semble, moi, en tout cas, que il n'y a pas vraiment d'effet quartier, on peut s'interroger sur la politique de la ville elle-même, c'est-à-dire on pourrait se dire, mais en effet, pourquoi on ne s'intéresse pas à tous les ménages fragiles un peu partout dans nos villes et pourquoi on s'intéresse plus particulièrement aux habitants des quartiers? Eh bien, l'effet quartier, c'est le fait de dire que quand on habite un territoire, eh bien, le fait d'habiter ce territoire, il va renforcer nos difficultés au regard d'une situation équivalente qui pourrait être dans un autre territoire de notre métropole ou de notre agglomération, par exemple. Alors, moi, je me suis appuyé sur quelques éléments pour montrer cet effet quartier. Par exemple, j'ai pris sur l'orientation des jeunes. Alors, je préfère dire tout de suite, il n'y a aucun jugement de ma part sur une orientation au lycée d'enseignement général ou lycée d'enseignement professionnel. Simplement, c'est les écarts qui m'ont intéressé et des écarts qu'on retrouve partout. Alors là, j'ai regardé Bordeaux. Voilà, je me suis dit, après tout, on pourrait prendre Bordeaux. Et donc, sur Bordeaux, vous le savez sans doute, alors si vous êtes des parents de collégiens ou de lycéens, vous savez qu'en début d'année, vous remplissez un petit formulaire qui vous dit quelle est votre catégorie sociale, qu'est-ce que vous faites. Et en fonction de ça, l'Éducation nationale va vous classer dans 4 catégories, très favorisées, favorisées, moyennes ou défavorisées. Donc, vous êtes dans l'une de ces 4 catégories-là. Sur Bordeaux, quand on regarde l'orientation post-troisième, eh bien 5% des enfants qui vivent dans un ménage très favorisé vont en lycée professionnel. Ils sont 14 quand on vit dans un ménage favorisé, ils sont 25 quand on est dans une catégorie moyenne et ils sont 38 quand on est dans une catégorie défavorisée. En gros, dis-moi ce que font tes parents et je te dirai ton orientation post-troisième, mais ça, c'est des choses classiques. La politique de la ville, elle n'y peut rien, c'est un mode de fonctionnement national. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand je regarde les quartiers politiques de la ville, alors je ne peux pas vous donner des éléments sur les très favorisés et favorisés. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a quasiment pas dans les quartiers. Donc, je n'ai pas d'informations fiables à ce niveau-là. Par contre, quand je regarde les catégories moyennes et les catégories défavorisées, on se rend compte que là, on a des pourcentages d'orientation au lycée professionnel beaucoup plus forts. Je redis, ce n'est pas un jugement sur l'orientation. C'est simplement un constat. On a un écart. Et cet écart, il faut bien qu'on l'explique. Et moi, je l'expliquerai par l'effet quartier. Je reviendrai après dessus sur ce qui peut contribuer à cette compréhension. Le deuxième indicateur, cette fois-ci, je reviens sur Limoges, c'est la question d'un indice, d'un taux. Allez, on va se permettre le mot taux, même si on n'a pas le droit scientifiquement, un indice de chômage ou un taux de chômage dans les quartiers. On peut dire que dans nos quartiers politiques de la ville, on a beaucoup plus de chômage parce qu'on a des gens qui sont d'un niveau de formation plus faible. Eh bien, quand nous regardons un niveau de formation équivalent, on se rend compte que la probabilité d'être au chômage, elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que si je n'ai pas de diplôme ou si j'ai un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire BEP, CAP maximum, eh bien, par exemple, sur Limoges, je vais avoir 30% de probabilité d'être au chômage quand j'habite un quartier, mais 18 si je vis en France en général. Pour les bacheliers, c'est 28 si je vis dans un quartier et 17 si j'habite en France. Pour les diplômés de l'enseignement supérieur, l'écart est énorme. 9% en France de probabilité d'être au chômage, 24% dans mes quartiers politiques de la ville de Limoges. Donc ça, c'est pas Limoges en particulier. Je pourrais prendre tous vos territoires et je retrouverai le même phénomène. Alors, bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que ça ne sort pas de nulle part, ça. Ce n'est pas une roche particulière qu'on a ouverte quand on a fait la fondation des immeubles, par exemple. Ce n'est pas un gaz qu'on a dans les quartiers qui expliquerait pourquoi on a ces phénomènes. Ces phénomènes, pour moi, ils s'expliquent, par les réseaux. Quand vous vivez dans un quartier beaucoup plus mixte socialement, vous avez une probabilité que votre enfant il aille à l'école avec des enfants qui ne sont pas du même milieu social que vous, ce qui sera moins le cas quand vous vivez dans les quartiers. Et puis, quand vous êtes en situation de recherche d'emploi, vous avez plus de chances, si votre voisin, chef d'entreprise ou dirigeant dans une entreprise, il vous croise dans l'ascenseur le matin, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une information sur un poste qui va se créer quelque part que si vous vous retrouvez avec des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc, ce qui est l'effet quartier, c'est ni plus ni moins que cet effet réseau.
voire ce qui peut relever de l'ordre de la discrimination, on en parle beaucoup, discrimination à l'adresse, tu viens d'où, au langage qu'on peut avoir, puisque dans les quartiers, on a des fois un langage un peu différent. Et donc, toutes ces choses cumulées font qu'on est dans une situation faciès, bien sûr, la discrimination à l'origine. Et donc, on a tous ces éléments qui contribuent à expliquer pourquoi il y a effet quartier et pourquoi il est important de s'intéresser à ces territoires plutôt qu'à d'autres. En gros, pauvre dans un quartier pauvre, j'ai beaucoup moins de chances de m'en sortir que si je suis pauvre dans un quartier qui ne l'est pas. Donc, s'intéresser au territoire politique de la ville, ça a du sens. Et quelque part, pour moi, la politique de la ville, elle vise à compenser ces inégalités de départ liées au territoire de vie. J'espère avoir été clair et que c'est des choses à peu près… enfin, on pourra en redébattre, si vous le souhaitez, un petit peu après. Là, je vous présente un joli graphique. Vous avez vu, c'est très particulier. Chacun des points que vous avez ici, c'est un des micro-quartiers français. On n'est pas sur uniquement les quartiers de la région, on est sur tous les quartiers français. Vous avez quelque chose comme 15 000 points ici devant vous. Alors, bien sûr, il y a des endroits où les points se superposent tellement qu'on n'arrive plus à les voir. C'est l'effet Voie lactée, vous voyez, ils sont les uns derrière les autres, donc ça nous fait une grande traînée. Et puis, à d'autres moments, les points sont plus distants et donc on les voit beaucoup mieux. Globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, nous, la mixité sociale liée à la situation professionnelle des habitants. En gros, je travaille pas, et si je travaille, est-ce que je suis ouvrier qualifié, ouvrier non qualifié, employé non qualifié, profession intermédiaire, indépendant, cadre supérieur, etc. Donc, on a mis comme ça toutes les professions que vous avez là. On a simplement retiré les agriculteurs, puisque on est en milieu urbain et ça a moins de sens, et des fois, ça déformait un peu la représentation. Et donc, globalement, plus le point est vers le bas, moins il y a d'écart avec la situation nationale. Donc, plus le quartier a une distribution des catégories sociales équivalente à celle du niveau national, plus le point va vers le haut, plus on est en situation de distanciation. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie sociale qui va dominer. Soit il y a que des ouvriers, soit il y a que des cadres, enfin voilà. Ou il y a que des employés ou autres. Donc ça, plus le point est vers le haut, on va dire, moins il y a une mixité sociale si mon référentiel est la situation nationale. Plus le point est vers le bas, plus mon quartier ressemble à la situation nationale. Et puis, plutôt que d'avoir un grand trait vertical, on a mis à gauche les quartiers les plus pauvres de France et à droite les quartiers les plus riches. Et c'est intéressant parce qu'on voit que là où il y a moins de mixité, alors je ne sais pas si vous apercevez ma souris, mais là où il y a moins de mixité, c'est les quartiers les plus riches, ce n'est pas les quartiers les plus pauvres de France. On a bien sûr, dans les quartiers les plus pauvres, pas beaucoup de mixité, ça c'est évident, Et là, on voit par exemple les micro-quartiers de Limoges et on voit bien, par exemple, Beaubreuil qui se distingue très nettement. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que la mixité sociale, c'est un enjeu pour toute la France si on veut vraiment regarder par territoire cette mixité. Par contre, si je peux me permettre, je veux vexer aucun des élus qui est de l'autre côté de la caméra, mais là, les quartiers que je vous montrais en haut à droite, vous n'y êtes pas. Même à Bordeaux, vous n'y êtes pas. Je préfère vous prévenir, il n'y a pas un quartier de la Nouvelle-Aquitaine qui est tout en haut, là, pour la simple et bonne raison que là, nous n'avons que les quartiers de l'Ouest parisien. Vous vous mettez à les places de la Concorde, vous ouvrez un peu les bras, vous prenez bien sûr du 7e et du 8e, vous vous en allez sur 20 km, vous contournez cette espèce d'appendice qui s'appelle Nanterre parce que ça nous embête. Et hop, vous avez là que les quartiers qui sont en haut à droite, voilà. Et pour la petite histoire, le premier quartier qui n'est pas de l'Ouest parisien, dans ces points-là, c'est un quartier de Marseille, la Cadenelle. Et le quartier qui est le plus à droite, c'est-à-dire le plus défavorisé de tous les quartiers défavorisés, c'est un quartier de Marseille, c'est le parc Calisté. Donc, on a vraiment deux extrêmes qui sont sur cette grande ville, mais qui fait plus de 800 000 habitants. C'est aussi voilà, c'est une ville très importante. Alors, c'était juste pour rappeler cette question de mixité qui, pour moi, joue sur la notion de réseau. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout révolutionner, ce n'est pas possible, on n'est pas là pour refaire de la mixité, même si on essaye de la faire avec la rénovation urbaine. Il n'en demeure pas moins que cette absence de mixité, elle explique la situation particulière de mes territoires politiques de la ville par le fait qu'il n'y a pas le réseau. Après, c'est aussi un point sur lequel on peut discuter ensemble, ça ne me pose pas de problème. Alors, quelques fausses idées qu'on a par rapport au territoire politique de la ville. Une des premières fausses idées, c'est celle de dire « Ah, c'est des territoires où il n'y a que des familles ». Alors oui, il y a beaucoup plus de familles dans nos quartiers politiques de la ville qu'ailleurs. Et notamment, beaucoup plus de familles monoparentales. J'imagine que là, je ne vous apprends rien en disant cela. Mais on a une très, très forte proportion de personnes isolées dans nos territoires politiques de la ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Je mettais l'exemple de Nantes Métropole, mais pour dire à Nantes Métropole, dans mes quartiers politiques de la ville,
42% des logements sont occupés par une personne seule. 42% des logements sont occupés par une personne seule. Sur tout Nantes Métropole, ce n'est que 40%. Sur Limoges, 39% de mes logements sont occupés par une personne seule. Ce n'est le cas que de 34% en Nouvelle-Aquitaine. C'est juste quelques éléments comparatifs pour dire on a en proportion beaucoup de personnes seules dans nos quartiers. Et c'est d'autant plus étonnant que globalement, on n'est pas sur les quartiers les plus âgés de nos villes. Or, on sait que là où il y a l'isolement, c'est dans les quartiers où il y a beaucoup de personnes âgées. Et c'est important à dire, des personnes âgées qui sont des femmes, puisque l'isolement âgé, c'est féminin, pour la simple et bonne raison que nous, les hommes, on est des petits êtres fragiles et que nous mourrons beaucoup plus vite que vous, mesdames. Et puis, de l'autre côté, parce que nous nous mettons aussi plus souvent en couple avec des femmes plus jeunes que nous, ou vous, mesdames, vous choisissez des hommes plus âgés, parce qu'il paraît qu'on n'est pas trop mûr à âge équivalent, donc vous allez chercher plus âgés. Et tout ça fait qu'en effet, comme on meurt plus vite et que vous êtes avec des hommes plus âgés, ben, quelque part, l'isolement, c'est un isolement féminin pour les populations âgées. L'autre forme d'isolement, c'est l'isolement des étudiants, qui sont des femmes, des filles, des jeunes filles principalement, parce qu'aujourd'hui, ceux qui poursuivent des études sont plutôt celles, hein, c'est plutôt très féminin. Et ce qu'on observe dans nos quartiers, c'est qu'en fin de compte, l'isolement n'est pas un isolement de femmes, c'est un isolement d'hommes. Donc, on a un isolement d'hommes dans les quartiers qui sont des hommes d'âge actif. Et on commence à avoir un isolement de femmes plus âgées, parce que les quartiers vieillissent comme ailleurs, et notamment, on a cet isolement de femmes qui étaient des familles monoparentales, et les enfants partent et on se retrouve seul dans le logement. Mais majoritairement, c'est un isolement d'hommes, ce qui est très différent. Et je le dis juste parce que ces hommes isolés, on les oublie souvent dans notre politique de la ville. Tous les groupes de parole, les groupes d'habitants, etc., sont dominés par les femmes. Or, on a beaucoup d'hommes seuls. Et puis, ils sont peu pris en considération. Moi, j'aime beaucoup les regarder quand on analyse les pratiques sportives et qu'on trouve notamment l'importance de la pétanque et du sport provençal dans les quartiers. Et là, on voit qu'on a pas mal d'hommes là qui sont là et qui ont une place un peu particulière dans les territoires, mais aussi parce qu'on a beaucoup de bénéficiaires de l'AH et ces bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé sont très majoritairement des hommes seuls. Autre idée fausse, des territoires composés de personnes sans emploi. Oui, en effet, nos indices de chômage, et on l'a vu tout à l'heure, nos taux de chômage sont plus forts dans les quartiers qu'ailleurs. Mais quand vous prenez les ressources de mes territoires, sur 100 € gagnés dans les territoires politiques de la ville, en France, 63 viennent du travail. 63. 100 € qu'obtiennent les habitants, 63 viennent du travail. C'est important parce qu'en France, c'est 73. Donc, on est certes en dessous, okay, mais on ne peut pas dire qu'on est dans des territoires où le travail n'a pas sa place. C'est faux. Le travail a sa place dans les quartiers et il constitue la majorité des ressources des habitants du territoire. Ça veut dire quoi, tout simplement ? Ça veut dire que dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre de ce qui est en train de se passer actuellement, notamment avec l'effet post-crise sanitaire, concentrons-nous sur l'accès à l'emploi des habitants parce que c'est la source d'économie principale des territoires. Si demain, il n'y a plus d'emplois dans les quartiers, eh bien, c'est tous les commerces, toute l'activité économique des quartiers qui va se casser la figure. Les prestations ne suffiront pas à rendre viables nos acteurs économiques des quartiers. Il faut absolument considérer que c'est un point d'ancrage. On n'a pas le droit de laisser dire « Oh, de toute façon, il y a des prestations qui vont compenser ». C'est faux. Les prestations ne compenseront jamais cette perte du travail. Donc, accentuons, si c'est possible, l'orientation vers le travail. Surtout que je le disais, enfin, vous l'avez là noté, la part des revenus liés à la retraite, elle est plus faible dans nos territoires qu'ailleurs. Et puis, la part des revenus du patrimoine, elle est quasiment nulle dans les quartiers, alors qu'elle est plus importante ailleurs, quoi. Donc, il n'y a même pas d'autres ressources de substitution, hein. On est bien sur le travail qui est un élément clé, un élément essentiel, hein, dans le cadre de la politique de la ville. Autre approche qui d'ailleurs vient dans cette même analyse, hein, c'est des territoires d'assistés. Alors, c'est juste pour dire qu'en effet, dans les quartiers, 20% du revenu des habitants vient des prestations sociales, d'accord ? C'est 4 fois plus qu'en France en général. Mais attention, si on prend l'ensemble des revenus de redistribution, et y compris les revenus de redistribution dits contributifs, c'est-à-dire par exemple la retraite, eh bien globalement, par habitant, les habitants des quartiers ont une redistribution plus faible que les habitants des autres territoires. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent calculé, mais qui est mis à disposition par l'INSEE. Vous pouvez le faire sur vos territoires et vous trouverez que, eh bien, on est moins généreux quelque part en redistribution avec les habitants des quartiers qu'à l'extérieur. Donc, dire territoire d'assistés, d'abord, c'est faux parce que ce sont des personnes pour lesquelles l'emploi est vraiment très important et avec des petits salaires. Hein, donc, ce sont des gens qui travaillent pour très peu.
Et en plus, ce n'est pas là qu'on a les revenus de redistribution, tout confondu. J'entends que c'est un peu compliqué parce que la retraite, ce n'est pas la même chose qu'un RSA, je l'entends bien, mais il n'en demeure pas moins que si je prends le contributif et le non contributif, eh bien, les deux cumulés, notre système de redistribution, de socialisation, de mutualisation, peu importe le terme qu'on utilise, il est un peu moins généreux dans les quartiers qu'à l'extérieur. Il bénéficie tous les habitants des quartiers, notamment d'un accès prioritaire aux équipements publics ou autres. Là, je vous ai pris les licenciés sportifs. Eh bien, c'est sur Limoges Métropole. Je vous invite juste à regarder. Alors, on peut regarder ici dans les quartiers, 24% des hommes des quartiers ont une licence sportive. C'est le cas de 40% des hommes en dehors des quartiers politiques de la ville. Donc, on voit que déjà, on utilise moins les équipements sportifs. Alors, on pourrait me dire, oui, mais il y a les salles de sport, il y a le fait de courir dans la journée, il peut y avoir les activités de centres sociaux qui font aussi de la pratique sportive. J'entends tout ça, mais ça, on le retrouve aussi à l'extérieur des territoires politiques de la ville. Je pense que le nombre de personnes qui font du vélo le dimanche matin, il est sans doute en proportion plus faible dans les quartiers. D'abord parce que je ne sais pas où mettre mon vélo pour qu'il reste là le week-end suivant, mais aussi parce qu'on n'a peut-être pas forcément les moyens non plus de pouvoir avoir ce type de sport. Je ne sais pas si on a beaucoup de gens qui courent, il y en a certainement, bien sûr, dans les quartiers. Il y en a dans les quartiers, j'en suis certain, mais en proportion peut-être pas plus qu'ailleurs. Bon, juste pour dire que si je prends juste cet indicateur, on voit bien que, par exemple, pour les hommes, c'est beaucoup plus faible. Mais ce qui est plus ennuyeux, c'est pour les femmes. Regardez l'écart. On n'est plus à 24, on est à 8. On n'est pas à 22, comme on observe pour les femmes en général, en dehors des quartiers, mais nous ne sommes qu'à 8. On voit bien que, globalement, là, on a un véritable enjeu sur l'usage des équipements qui peuvent être présents dans les quartiers, mais qui ne sont pas majoritairement utilisés par les habitants des quartiers. Et donc, je vous invite juste à retenir le petit chiffre qui est en bas, là, qui est sous ma souris, les 6,6. Globalement, 6% des licenciés de Limoges Métropole habitent dans un quartier politique de la ville. Allez, un licencié sur 16 habite un quartier politique de la ville. Et là-dessus, je voulais juste regarder rapidement les fédérations sportives. Eh bien, vous avez 6% qui habitent un quartier politique de la ville, mais vous verrez que globalement, 20% des licenciés de foot de Limoges Métropole habitent un quartier politique de la ville. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on peut faire de la pratique sportive, mais quand on fait de la pratique sportive, c'est du foot. Et on le sait, alors même le foot, il devient de plus en plus féminin, je l'entends bien, mais quand même, c'est un sport très, très majoritairement masculin. Vous noterez aussi le petit 28%, alors qu'apparaît tout en bas, c'est de la lutte. Alors c'est intéressant, voilà, qui ressort. Et puis, je pourrais aussi faire apparaître, par exemple, le sport pétanque et jeux provençal. Vous retrouvez à 11% de tous les licenciés, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, je ne vous explique pas, quand on descend dans le sud-est, on est sur des pourcentages beaucoup plus importants. Juste pour l'anecdote, on ne trouvera quasiment dans aucun quartier politique de la ville le rugby, même dans les territoires de rugby. Ce n'est pas un sport très populaire, ce n'est pas un sport qui pénètre les habitants des quartiers. C'est un sport un peu d'élite, quoi. Voilà. Bon, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est intéressant de regarder ces analyses pour comprendre ce qui se passe derrière cela. Donc voilà, globalement, ce que je pouvais dire. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des choses à aborder J'en profite, il y a une question sur la culture qui rejoint un peu le sport. Est-ce que vous avez un peu quelques éléments sur le rapport à la culture, le rapport au service? Oui. Alors, je vais justement en parler juste après. Voilà, c'est la suite de ma présentation. Est-ce que sinon, il y avait dans le chat des incompréhensions Non, je confirme que donc, ce document sera envoyé à tout le monde. Il sera en ligne lors de la restitution. Il y a eu cette question-là. On a une collègue, Anne-Laure Rex, qui parle du sport et qui dit que les événements en ce moment sanitaires risquent d'accroître cette fracture. Donc, c'est une tendance qui pourrait se confirmer dans les prochains mois. Non, Hervé, je vous laisse continuer. Très bien. Alors, là, j'arrive un peu sur la deuxième et dernière partie la dernière partie de mon intervention, les derniers points. Cette affirmation classique, on fait tout pour les habitants des quartiers prioritaires, quoi. En gros, on y met les moyens, on y met le paquet, et c'est là qu'on va avoir les interventions publiques, c'est là qu'on va dépenser toute notre énergie.
Je l'ai même entendu dans un débat sur France 2 la semaine dernière, je crois. Globalement, ça ne sert plus à rien de mettre de l'argent dans les quartiers, de toute façon, voilà, puis on en fait trop. Et puis, bon. Donc, acte, on peut partir de ce principe. Et nous, on a travaillé sur plusieurs territoires. Là, je m'appuie sur une grande ville du centre-ouest de la France, mais c'est juste par respect que je ne la cite pas. Mais bon, après, je ne sais pas, on ne va pas se plier au petit jeu de savoir qui c'est, mais bon, on pourrait très bien la retrouver assez facilement. On a fait, ça fait des années qu'on travaille avec eux sur cette question et on a fait notamment toute une analyse économique, financière de l'usage des politiques publiques locales. C'est-à-dire, en gros, comment mes propres politiques publiques locales, parce qu'on parle souvent du droit commun. Alors, vous verrez pour les nouveaux élus, ce terme droit commun qui veut dire en gros nos politiques publiques, tout simplement. Souvent, quand on parle du droit commun, on parle du droit commun de l'État. Mais moi, j'aime bien ramener ça aussi à notre droit commun à nous, parce que là, on a la main mise dessus. Autant l'État, l'éducation nationale, la police, la justice, je n'ai pas vraiment la main, mais mes actions à moi, j'ai la main dessus. Donc, qu'est-ce que je fais et comment mes propres politiques locales se déclinent dans mes quartiers? Et donc, on s'est dit, globalement, regardons qui bénéficie de ces politiques publiques locales, quels moyens économiques ça représente, par habitant, ça veut dire quoi, et puis derrière, on est parti d'un présupposé, à la fois tant du côté des élus que du côté des professionnels, que globalement, on avait mis en place des systèmes de tarification au quotient. Donc, comme dans les quartiers, on avait des habitants qui avaient des bas niveaux de vie, eh bien, globalement, la collectivité, elle amenait beaucoup plus d'argent que dans les autres territoires. CQFD, voilà, c'était le point de départ qu'on avait. Alors, 3 exemples permettent en gros de regarder cette analyse. Alors, le premier, c'est sur les modes de garde. Alors, vous avez un petit graphique en bas, je vous explique très rapidement. On part à gauche sur mon abscisse, là où il y a ma souris, des ménages les plus pauvres aux ménages les plus riches de ma ville. D'accord? Puis, ensuite, on va regarder les taux que l'on a de, comment est-ce que je pourrais dire, de pénétration du dispositif. Et enfin, derrière, le nombre d'heures que cela va, enfin, ce n'est pas les taux de pénétration, c'est les moyens économiques qu'on y met. Et puis derrière, le nombre d'heures qu'il y a d'utiliser par catégorie de ménage. Eh bien, globalement, ce que vous voyez, par exemple, sur les modes de garde, eh bien, on a, pour les ménages les plus pauvres, une moyenne de 500 heures. Excusez-moi, je suis passé à la diapo suivante. Et on a, pour les ménages les plus riches, une moyenne de 1150 heures. Alors, bien évidemment, c'est logique si vous voulez. Pourquoi? Parce que les ménages les plus pauvres, moins de travail, une activité plus irrégulière, globalement, on utilise moins le dispositif de mode de garde pour ces enfants. Importance de la monoparentalité dans les quartiers qui fait que on a moins d'activités, donc résultat, on utilise moins les dispositifs de mode de garde. Quand on est sur les quotients maximum, bien évidemment, c'est souvent qu'on est à 2 à travailler, et donc résultat, l'enfant, on n'a pas le choix, il faut bien lui trouver une solution. Donc, déjà, premier présupposé qui tombe en disant non, ce n'est pas les enfants les plus pauvres qui vont bénéficier du plus de soutien. Sur le périscolaire, c'est le même type de graphique. Et vous voyez que globalement, alors même si c'est plus irrégulier, ma courbe, elle est quand même assez clairement en progression. Globalement, on va arriver à un nombre moyen de temps d'accueil qui va être de 48 accueils à l'année et on monte à quasiment 80 pour les ménages, pour les enfants des ménages les plus favorisés. Là encore, ce qu'on observe, c'est que ce sont nos enfants des quartiers politiques de la ville qui ont le niveau de vie le plus faible, qui utilisent le moins le périscolaire. Et ce sont, je veux dire, mes enfants, par exemple, qui sont tous les… Enfin, dans mon couple où on va travailler tous les deux, ce sont mes enfants qui vont systématiquement aller en périscolaire parce qu'on commence tôt le matin, on finit tard le soir et on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve un mode de prise en charge autour de notre temps de travail. Et puis, je voudrais finir par la restauration scolaire. Juste quand on analyse économiquement, eh bien, l'enfant du quartier le plus favorisé de cette grande ville, il coûte en moyenne à la collectivité, différence entre le coût de la prestation réelle, enfin entre la valeur de la prestation et la participation des parents, il va coûter 814 € par an à la commune, d'accord, alors que l'enfant le plus pauvre, alors que la moyenne des enfants du quartier le plus pauvre, qui est un quartier politique de la ville, eh bien, c'est 525 €. Globalement, la ville, elle donne
par an, 300 € de plus pour l'alimentation des enfants des territoires les plus riches que pour l'alimentation des enfants des territoires les plus pauvres. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais compté ou qu'on compte très peu, mais c'est essentiel. Pourquoi cette différence? Essentiellement parce que les enfants ne consomment pas. Ils ne vont pas à la restauration scolaire. On a un taux d'usage et de recours à la restauration scolaire qui est extrêmement faible. Donc, quand vous ramenez ça par enfant, eh ben, vous vous retrouvez à une moyenne, même si on participe plus. Je vais être très clair, par exemple. Si moi, je suis une famille pauvre, que je paye 1 € ma cantine, puisque c'est le principe aujourd'hui, et que le coût de la restauration scolaire, c'est 12 €, la ville, elle va donner 11 €. D'accord? Dont acte. Si je suis un enfant de famille aisée, je vais payer, mettons, 5 € le repas. La ville, elle va donner aussi 11 €. Donc, la différence entre les deux, ça fait 6. Donc, globalement, pour l'enfant pauvre, la ville donne 10. Pour l'enfant riche, la ville donne 6. Mais si mon enfant, moi qui suis pauvre, n'y va qu'une fois dans la semaine, et si l'enfant qui, lui, a 6 pour apport, il y va 5 fois, ben, d'un côté, la ville, elle leur a donné 11, et de l'autre côté, elle leur a donné 30. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est tout simplement par ce petit regard-là qu'on se rend compte qu'on a un usage différencié et que par enfant, ben, globalement, l'apport est beaucoup plus faible dans les quartiers qu'ailleurs. Et c'est paradoxal parce que pour cette ville, si on regarde par exemple le contrat local de santé, qui a mis en place un dispositif alimentaire pour la bonne alimentation, on est par rapport à la différence, je peux dire sur cette ville, ce n'est pas compliqué, la différence c'est 250 000 €. Si les enfants des deux quartiers politiques de la ville utilisaient de la même manière, avaient le même apport de la ville pour leurs enfants que ceux des autres territoires, eh bien globalement, la ville, elle aurait une dépense supplémentaire de 250 000 €. On donne 25 000 € pour l'alimentation des enfants les plus pauvres par l'intermédiaire du contrat local de santé et puis toutes les actions sur l'alimentation. Donc, on voit bien qu'on est très loin de compenser par nos politiques publiques complémentaires le coût, enfin la différence que l'on a entre les enfants des territoires les plus pauvres et les enfants des territoires les plus riches. Alors, je suis provocateur en disant qu'ils font faire de grandes économies. Bon, après tout, c'est la question du non-usage qui est quelque part proche du non-recours, voilà, des enfants ou des parents par rapport aux politiques publiques qui sont proposées. Il n'y a pas d'exclusion derrière, ce n'est pas délibéré, c'est pas, voilà, mais c'est le non-usage. Et c'est intéressant parce que dans vos actions, dans ce qu'on peut faire dans un mandat, c'est peut-être regarder en effet cet écart et puis voir si ça se vérifie aussi, mais nous on l'a fait un petit paquet de fois et à chaque fois on le retrouve si vous voulez, quoi, donc ce n'est pas un effet sur un seul territoire. Mais c'est important parce qu'on a des possibilités d'agir. Et dans les possibilités d'agir, c'est notamment toute cette médiation à l'accès aux politiques publiques. Comment on peut accompagner, comment on peut adapter nos politiques publiques, pas seulement sur l'aspect économique, mais aussi sur bien d'autres aspects, c'est-à-dire amener vers, autoriser à aller vers, montrer comment ça marche. Enfin, je sais, il y a plein de choses là intéressantes à faire dans les quartiers. Animer, par exemple, si je prends la restauration scolaire, c'est comment on est capable d'animer l'entrée et la sortie des écoles entre midi et 2. Est-ce qu'on peut aller à 11h30 accueillir les mamans qui arrivent avec la poussette et qui viennent chercher leur enfant? Et est-ce qu'on est en capacité, pourquoi pas de proposer, alors là c'est compliqué avec la crise sanitaire, mais de proposer aux parents de venir, pourquoi pas, participer au repas, alors dans une salle à part, pour que globalement leur enfant puisse lui aussi aller à la restauration scolaire. D'autant plus, alors ça c'est d'autres effets qui sont induits par ce non-recours, enfin ce non-usage, c'est que vous le savez comme moi, il se passe entre enfants des choses très importantes entre midi et 2. Et l'enfant le plus fragile qui n'y va pas, il passe à côté de tout ce moment-là. C'est-à-dire que le reste du temps, on est en apprentissage. Il y a bien le temps de la récréation, bien sûr. Mais le reste du temps, on est en apprentissage. Là, vous avez d'un seul coup 1h30, 2 heures, où là, les enfants vivent des choses ensemble. Mais un certain nombre d'enfants sont exclus. Et je dis juste ça, c'est important de réfléchir à comment on peut faire de la médiation. Mais on pourrait l'imaginer sur les pratiques culturelles, les pratiques sportives de la même manière. Puisque bien évidemment, c'était la question autour de la culture. Cette ville a aussi fait une analyse sur les pratiques culturelles et bien évidemment, enfin, je ne vous fais pas de dessin, les enfants des quartiers qui vont au conservatoire de musique, il n'y en a quasiment pas, quoi, ou il n'y en a pas. Et c'est vrai que c'est des réalités qu'on va retrouver, des parents qui sont à l'opéra, inscrits à l'opéra, enfin abonnés à l'opéra, il n'y en a pas non plus dans les quartiers. On voit bien que sur un certain nombre de politiques culturelles, il y a un manque, mais
qui est lié aussi, enfin, c'est peut-être pas l'urgence, et puis peut-être que là, il y a des questions aussi justement de pratique, d'usage ou de besoins qui ne sont pas les mêmes. Mais même sur des politiques culturelles adaptées, on voit que ce n'est pas la même chose, hein. On s'est aussi intéressé aux interventions non pédagogiques sur le temps scolaire, qui sont faites par la collectivité. Et on voit que dans les quartiers, ce n'est pas le même type d'intervention. On est sur des interventions beaucoup plus ponctuelles que dans les écoles à l'extérieur des quartiers, où là, on est sur des interventions beaucoup plus suivies. Donc, c'est aussi se réinterroger sur toutes nos représentations, tous nos schémas et toutes nos politiques publiques locales. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que la politique de la ville ne soit pas l'affaire que d'un élu politique de la ville, mais que cet élu politique de la ville puisse aussi mobiliser les autres élus, parce que seul, il n'y arrivera pas. Si on ne peut pas mobiliser l'adjoint au sport, à la culture, à l'éducation, enfin voilà, on va être en difficulté continuellement. Alors, je poursuis juste sur les effets de la crise sanitaire, hein, puisque bon, c'est un élément sur lequel nous, on a beaucoup travaillé, pour dire que voilà, dans les enjeux qui ressortent actuellement, hein, on a, et puis c'est important de le rappeler, parce qu'il y a des choses qu'on va oublier, quoi, hein. Donc de les noter, de les écrire, c'est très important. Il y a la situation des familles et des enfants, hein. Je pense notamment à la question du surpeuplement, qui, au moment du confinement, a posé des grosses difficultés, mais qui continue à poser des difficultés et qui pourrait demain, pourquoi pas, si on voyait des évolutions sur un certain nombre de territoires, recommencer à poser de grosses difficultés, c'est-à-dire d'être à 4 enfants dans 2 chambres ou à 5 enfants dans 2 chambres. Vous voyez bien la difficulté que j'ai à faire mes devoirs, mais aussi la capacité des parents à accompagner, à soutenir, etc. Donc, l'accès à l'éducation, c'est un élément vraiment important. C'est la question de la fragilité numérique. Alors oui, en effet, on est là face à une véritable fracture, et dans nos quartiers, elle est très, très forte, à la fois sur l'équipement, mais aussi sur l'accès au réseau lui-même. C'est-à-dire que est-ce qu'on a du Wi-Fi dans tous nos immeubles? Je ne sais pas d'abord si c'est souhaitable, mais en tout cas, est-ce qu'on l'a? C'est une vraie question, parce qu'on observe que vous avez beaucoup de personnes qui ont des vieux smartphones avec des abonnements téléphoniques qu'ils ont pris en 2011. Ils payent 25 € par mois pour avoir 500 mégas de débit, alors que si vous êtes comme moi, vos ados, ils négocient tous les ans leur forfait, et pour 7 € par mois, ils ont 60 gigas, quoi. Donc, c'est sûr qu'on a un écart, et quelque part, c'est parce que paye 25 que mes enfants peuvent payer 7, eh bien, on voit bien qu'on est sur une redistribution à l'envers, quoi. Comment est-ce que nous, collectivités locales, par exemple, on ne pourrait pas négocier avec des opérateurs un tarif d'accès au numérique pour les ménages de nos quartiers politiques de la ville, parce que c'est bien beau d'avoir un ordinateur, c'est bien beau d'avoir un smartphone, même si pour suivre des cours en smartphone, bon courage, ou c'est bien beau d'avoir une tablette, mais si je n'ai pas le réseau, ça ne sert à rien. L'accès au droit, c'est dans ces territoires qu'on a l'accès au droit le plus important, enfin le plus de besoin d'accès au droit, et c'est là où on a l'équipement numérique le plus faible. L'emploi, alors c'est intéressant parce que quand on analyse l'impact de la crise sur l'emploi, quand on essaye de se projeter, ce n'est pas forcément dans les quartiers qu'on aura les effets les plus importants, c'est beaucoup dans les centres-villes, hein, parce qu'on a énormément de jeunes précaires dans les centres-villes, de jeunes qui sont dans l'activité hôtellerie, restauration, tourisme, et qui, en fin de compte, sont en train de prendre cher, quoi, actuellement. Donc, on va voir nos centres-villes, mais bien sûr nos quartiers politiques de la ville, puisque là, on a des enjeux aussi sur la précarité de l'emploi. La mobilité, qui est vraiment un élément fondamental. Comment est-ce qu'on peut rendre mobile de plus en plus les emplois les moins qualifiés? Ceux qui peuvent être utilisés par les habitants des quartiers sont à l'extérieur des quartiers. Le budget des ménages, et ce qu'on analyse notamment, nous, c'est les ménages qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté, et ce qu'on observe, c'est qu'ils habitent aussi les quartiers, hein, ces ménages-là, et c'est ceux-là qui aussi ont pris le plus cher, quoi. C'est des gens qui étaient précaires, qui avaient un job, ça s'arrêtait, un peu de chômage, ils reprenaient, etc. Ils avaient 1 000, 1 200 € par mois au-dessus du seuil de pauvreté, puis d'un seul coup, perte de l'emploi, et hop, on passe en dessous. La question de la santé, je n'en parlerai pas plus, hein. Les personnes âgées fragiles, j'étais hier sur Marseille pour justement aborder ces questions d'impact de la crise, et c'est passionnant de voir que nos populations les plus fragiles, âgées, sont dans les quartiers. L'isolement est beaucoup plus fort chez les populations les plus âgées. C'est aussi des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Je parle bien des populations âgées et fragiles. Et puis, bon, bien sûr, hein, cette crise, elle risque de renforcer les écarts entre territoires. Justement, sur Marseille, vous avez ici une jolie carte de Marseille. Vous avez là la Canebière, là, vous voyez le Vieux-Port, là, juste où est ma souris au milieu, la Canebière qui monte derrière, et les contours noirs, ce sont mes quartiers politiques de la ville.
Quand on est sur des zones mauves, ben, on peut se dire qu'on est violette, on est sur des territoires où il n'y aura pas d'impact de la crise très fort. Et quand on est sur les zones rouges, c'est là qu'on aura l'impact le plus fort. Vous voyez bien que c'est au nord de Marseille qu'on aura les impacts forts et c'est au sud qu'on aura les impacts les plus faibles. Donc là, il n'y a pas photo, quoi, hein. La crise en cours actuellement, elle va renforcer les écarts sur la scolarité des enfants, sur la réussite scolaire des enfants, sur le devenir des parents. Enfin, il y a vraiment cette crise, elle va faire du mal en matière de politique de la ville. Et je suis désolé pour les élus qui viennent d'arriver. C'est vraiment un paquet relativement lourd qui vous arrive avec la crise sanitaire qui va rajouter aux enjeux de mes territoires, enfin de nos territoires. Et puis enfin, pour finir, en conclusion, je disais que si on a des enjeux clés, ben, c'est la question de l'adolescence et de la jeunesse. C'est souvent nos oubliés hein, dans nos territoires politiques de la ville, et l'adolescence en particulier, sur ces questions d'orientation. On a beaucoup d'orientation professionnelle, dont acte, mais est-ce qu'on accompagne sur l'accès aux stages ? Comment est-ce que les jeunes y trouvent des stages ? Ce que je disais tout à l'heure sur le réseau pour trouver un emploi, c'est aussi le réseau pour trouver un stage. On a certes des dispositifs qui sont mis à notre disposition, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces banques de stages ? Essentiellement du stage dans le tertiaire. La question, c'est que ce n'est pas dans le tertiaire que vont aller les jeunes, hein, puisqu'ils sont dans d'autres dimensions. Il y a là vraiment un gros travail à mener parce que ce n'est pas les parents qui sont souvent sans emploi ou en emploi précaire qui vont pouvoir trouver les stages. C'est aussi, si vous regardez sur l'adolescence, quand on pense monoparentalité, on pense maman avec une poussette, quand vous regardez les chiffres. Quand vous avez une maman avec une poussette, c'est-à-dire une maman avec un bébé, en famille monoparentale, vous avez 3 ou 4 mamans avec un ado. C'est-à-dire qu'on oublie que la monoparentalité, c'est plutôt une monoparentalité de parents avec des grands-enfants. Et ça, on a plein de réponses pour la maman seule avec un petit. Hein. Vous avez la PMI, vous avez les pédiatres, les médecins, vous avez la famille, vous avez le mode de garde, vous avez les instituts quand l'enfant a 3 ans, etc. Il y a plein de monde autour. Une maman avec un ado, elle a qui pour l'accompagner? Qui pour la soutenir? La maison des ados, bien sûr, là où elle existe, mais il n'y a pas grand monde derrière. Et dans nos quartiers, la monoparentalité est très forte. Et il faut absolument qu'on travaille sur ces moments de la vie, quand on est seul avec un ado, où c'est le risque de petite délinquance, c'est l'alcool ou la drogue, ça peut être les premières pratiques sexuelles, ça peut être la question de la dépendance aux outils, aux nouvelles technologies. Enfin, il y a plein de choses derrière, l'orientation professionnelle, il y a plein de choses, le décrochage scolaire, il y a plein de choses qui se jouent à ces moments-là. Et là, d'un seul coup, on a des parents qui sont abandonnés. Et notamment, moi, je le vois aujourd'hui, par exemple, moi qui ai un enfant qui rentre en terminale, si je n'ai pas Internet, je n'aurais pas eu ses notes de bac. Enfin, ce qu'il avait pour son bac en contrôle continu en première. C'est par Internet qu'il faut aller les chercher. Donc, comment on accompagne la parentalité de parents qui n'ont pas accès et sur lesquels on va tous dire « Ah, mais vous ne suivez pas la scolarité de vos enfants ». Comment est-ce qu'on est dans nos quartiers en situation d'accompagner nos ados ? Bon, bien sûr, l'usage des politiques publiques locales dans les quartiers. Comment est-ce qu'on est capable de faire cette médiation, d'accompagner pour qu'il y ait un usage au moins équivalent à ce qu'on peut avoir ailleurs. Et puis l'emploi, alors bien sûr l'emploi des jeunes, mais l'emploi en général, vous l'avez compris, c'est quand même un élément essentiel de survie de nos territoires. Je suis désolé, ce n'est pas forcément un environnement très positif, mais il y a plein de ressources à côté de ça. On a un secteur associatif dynamique dans la plupart des quartiers. On a des envies de la part des professionnels et des élus. Donc, c'est le moment de faire des choses, des petites à côté de grandes, bien sûr. Et ces petites, elles sont loin d'être négligeables. C'est vers celles-ci aussi qu'on peut se concentrer dans nos interventions dans les années à venir. Merci de votre écoute. Merci Hervé pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Oui. Je regarde un peu les réactions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. S'il y a des nouveaux commentaires, là, vas-y. Non, il y a des commentaires qui abondent sur le fait que l'un des enjeux majeurs, c'est le droit commun, et que finalement, c'était votre dernier point, la sous-utilisation des politiques publiques dans les quartiers, elle est constatée, en tout cas, elle est mesurée par vos travaux, et qu'il y a sûrement un enjeu énorme à renforcer.